Je m'appelle Chuck. J'ai obtenu mon diplôme de l'Université de Californie à Berkeley en 2016. Mon expérience universitaire a été parfaite. Je faisais partie d'une fraternité, j'ai bien géré mes études et j'ai passé juste le temps nécessaire à courir après les filles. En fait, je suis toujours ami avec beaucoup de mes anciens frères de fraternité, et je me suis récemment fiancé à ma fiancée Rosie, que j'ai également rencontrée à Berkeley. Si vous m'aviez demandé mon avis sur Berkeley quand j'étais en première année, je peux vous assurer que ma réponse aurait été très différente. Ce que je vais vous dire est l'une des principales raisons pour lesquelles je ne suis pas très ambitieux au lycée. L'atmosphère de Berkeley m'était extrêmement étrangère. Et c'était bizarre d'être entouré de tant de personnes qui se proclamaient très performantes. En première année, j'ai rapidement été emporté par la frénésie du développement de carrière et de la planification des 30 prochaines années de ma vie à 18 ans. C'est idiot, je sais, mais c'était la nature de mon école à l'époque. Si vous vouliez obtenir une offre dans le monde des affaires, avoir un profil LinkedIn solide était une nécessité. Je me souviens encore du stress que représentait le fait de cultiver une image professionnelle en ligne, comme si mon avenir dépendait des personnes avec lesquelles je me connectais et des compétences que j'utilisais. Quoi qu'il en soit, j'ai coché toutes les cases et j'ai commencé à chercher un stage d'été. Il n'a pas fallu longtemps avant que ma boîte de réception ne sonne avec un message significatif. À ma grande surprise, une prestigieuse entreprise commerciale m'a contacté, exprimant son intérêt pour mon profil. Ce n'était pas non plus un de ces messages de robot. Le contenu du message indiquait qu'il s'agissait en fait d'un message unique conçu spécifiquement pour moi. Je l'ai lu environ 6 fois avant de finalement répondre. Et après environ une journée et une brève correspondance, j'ai été invité à un premier entretien. J'ai passé des heures à faire des recherches sur l'entreprise pour savoir à quoi m'attendre lors de l'entretien, et je me suis préparé avec tous les exemples de questions que j'ai pu trouver. J'ai rapidement reçu un message d'un gars nommé Armand Slowinski. Je n'oublierai jamais ce nom de toute ma vie. Il a déclaré qu'il allait être mon intervieweur, et naturellement, la première chose que j'ai faite a été de faire des recherches sur le gars. Cependant, l'excitation a rapidement cédé la place à la perplexité. J'ai parcouru le profil, m'attendant à glaner des informations sur la personne que j'allais bientôt rencontrer. Étrangement, je n'ai rien trouvé. Aucune trace de leur empreinte professionnelle, aucun réseau social, rien. J'ai haussé les épaules, en attribuant cela peut-être à une préférence pour la vie privée ou quelque chose comme ça. Armand et moi avons convenu d'un jour et d'une heure, et il m'a donné le lieu de l'entretien. J'ai fait une recherche sur mon téléphone et j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un café au hasard à Oakland. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à être confus. Pourquoi un entretien n'aurait-il pas lieu à Berkeley? Nous avions des tonnes de cafés et d'endroits parfaits pour les entretiens dans notre ville universitaire, donc j'étais juste perplexe. L'adresse en ligne semble assez normale, cependant, donc je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Un jour avant l'entretien, j'ai parlé de la situation à mon ami Riley. Il était encore plus confus que moi, me disant que la situation semblait louche. J'étais d'accord avec lui, mais je me suis dit que cela valait la peine pour le poste que je pourrais obtenir. Il m'a demandé comment je m'y rendais, et je lui ai dit que j'utilisais l'Uber. Il m'a proposé de me conduire, car il ne faisait rien à ce moment-là. Je l'ai remercié et j'ai accepté son offre. Je ne savais pas que je ne raconterais peut-être même pas cette histoire s'il n'avait pas proposé de me conduire. Il était 16 h le lendemain après-midi, et Riley est arrivé à mon dortoir. Il faut admettre que j'étais extrêmement nerveux, et c'était l'un de mes premiers entretiens. Je suis monté dans la voiture et nous sommes partis. 20 minutes plus tard, j'ai dit à Riley de me déposer dans la rue, car je ne voulais pas être vu en train de me faire déposer par un ami pour un entretien. Je l'ai remercié et il m'a proposé de m'attendre. Je lui ai demandé s'il était sûr et il a souri en sortant un gros sac d'herbe de l'intérieur de son tableau de bord. Je suis parti, puis j'ai fermé la porte. J'ai marché quelques minutes jusqu'à l'endroit et j'ai gelé mes pas. J'ai levé les yeux vers le chantier de construction littéral devant moi. Il n'y avait pas de café. Plus étrange encore, toute cette zone n'était pas du tout résidentielle. Comme si tous les bâtiments semblaient fermés ou privés. Confus, j'ai vérifié 2 fois mon téléphone et j'ai confirmé que j'étais au bon endroit. Ce bloc entier devait avoir été récemment démoli. Si récemment que même Google Maps n'avait pas été mis à jour. J'ai sorti mon téléphone pour appeler Riley, mais avant que je puisse le faire, une voix tonitruante a retenti derrière moi. Chuck s'est exclamé d'une voix grave. Je me suis retourné et j'ai été accueilli par l'apparition d'un homme ridiculement grand portant un costume noir d'apparence coûteuse. Dieu merci, pensais-je, reconnaissant que toute cette épreuve n'ait pas été minuit 6, une sorte de coup monté. Sa présence était imposante, mais étrangement déplacée au milieu de cet environnement abandonné. Je dois également noter que la voiture à côté de laquelle il se tenait était une Bentley noire mat. Il s'est dirigé vers moi avec un air confus sur le visage. Nous nous sommes serrés la main, et lorsque je lui ai posé des questions sur le chantier, il a dit qu'il était tout aussi surpris que moi. Il a froncé les sourcils et a posé sa main sur son menton. « Vous savez quoi ? Pourquoi ne pas trouver un autre endroit, monter dedans ?» a-t-il dit en faisant un geste vers la Bentley. Il est retourné à la voiture et a crié par-dessus son épaule, « Le fusil est à toi !» Sans un mot de plus,
il s'est assis sur le siège avant et a fermé la porte. Excité, je l'ai suivi. J'ai fait le tour de la voiture juste pour l'admirer un peu, et je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil à l'arrière. Je m'attendais à voir les magnifiques sièges en cuir que l'on s'attend à voir dans une Bentley, mais au lieu de cela, mes yeux rencontrèrent une vue qui me fit froid dans le dos. Allongé à plat sur le sol, caché par les ombres, se trouvait un homme. Dans sa main, il tenait un objet long et métallique. La panique m'envahit, mon esprit s'emballant avec les implications de ce qui m'attendait. C'était un piège. Je me détournai de la voiture et courus aussi vite que je n'avais jamais couru auparavant. J'entendis l'homme crier mon nom derrière moi, mais je ne me retournai même pas pour regarder. Alors que je courais, j'entendis le seul son que je redoutais, le crissement des pneus. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule et vis la voiture se retourner, pointant dans ma direction. Je devais réfléchir rapidement. Il n'y avait aucune chance que je puisse distancer une voiture, ce n'était pas comme si je pouvais simplement échapper à la situation. Il n'y avait pas vraiment d'espace ouvert autour de moi, juste un labyrinthe de rues sans fin. Je pouvais sentir la terreur courir dans mes veines. J'arrivais à l'intersection suivante et me trouvais face à un choix qui aurait pu décider de mon sort, à gauche ou à droite. La logique me disait de tourner à gauche, car c'était plus proche, mais mes pieds ont choisi pour moi avant que mon cerveau ne le fasse. Je traversais la rue en courant vers la droite et me précipitais sur la route. Je savais que je n'avais pas beaucoup de temps, 10, peut-être 20 secondes au plus, comme par miracle. L'un des bâtiments en face de moi avait une échelle de secours qui semblait juste assez basse pour sauter dessus. Avec chaque once de force que j'avais, je me suis élancé vers le haut, m'accrochant à l'échelle. Je n'avais jamais fait de traction de ma vie, mais dans mon esprit, c'était une question de vie ou de mort. Je grimpai l'échelle et continuai à grimper. La Bentley tourna au coin de la rue et s'arrêta dans la rue. Je ne pouvais pas voir le conducteur, mais je savais qu'il me regardait. Je ne pouvais rien faire d'autre. S'il décidait de me suivre, je devrais juste me battre. La minute suivante m'a semblé une éternité. La voiture resta là encore un petit moment, puis accéléra dans la rue, tournant à gauche pour ne plus jamais être revue. Je ne pouvais plus respirer. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Riley, en criant dans le téléphone ce qui s'était passé. Je suis resté sur l'escalier de secours jusqu'à ce qu'il me trouve. Je suis monté dans la voiture et nous sommes partis en silence. Les conséquences de tout cela se sont déroulées sans incident. J'ai en quelque sorte bloqué tout ça dans mon esprit et j'ai refusé d'en parler, même avec Riley. En ce qui me concerne, cela n'est jamais arrivé. Mais malgré tous mes efforts, il y a des moments, comme en ce moment, où je ne peux m'empêcher de me rappeler tous les détails horribles de ce qui aurait pu être le dernier jour de ma vie.